Ces blocs de calcaire centraux étaient déjà érodés lorsque les blocs de granit ont été mis en place. Pourquoi? Parce que les blocs de granit ont été taillés intentionnellement pour s'adapter aux marques d'érosion des blocs mégalithiques que nous pensons bien plus anciens. Physiquement parlant, le cuivre et le sable ne devraient jamais pouvoir découper le granit à la vitesse atteinte par les machines modernes. Pourtant, une carotte de forage antique découverte en Égypte apporte des preuves convaincantes que cet exploit en apparence impossible a bel et bien eu lieu. Les rainures spirales continues gravées dans cet artefact témoignent d'une précision mécanique bien supérieure à ce qu'un outil manuel de l'Antiquité aurait pu raisonnablement produire. Graham Hancock décrit cette pièce comme la clé finale nécessaire pour percer le mystère persistant de la construction des grandes pyramides. Il est prêt à présenter la preuve qui pourrait bouleverser notre compréhension du monde antique, l'illusion de l'abrasion. Face aux énormes blocs de granit pesant des dizaines de tonnes sur le plateau de Gizeh ou dans le temple de la vallée, la première question qui vient à l'esprit est toujours la même. Comment ont-ils procédé pour les découper? La réponse officielle enseignée dans les universités et imprimée dans les manuels d'archéologie depuis plus d'un siècle reste simple et constante. Les égyptologues affirment que les bâtisseurs de pyramides ne disposaient que des outils les plus rudimentaires de l'âge du bronze. Ils utilisaient des ciseaux et des scies en cuivre, et surtout du sable. Cette théorie repose sur l'échelle de Mohs, une mesure de dureté standard en géologie. Le cuivre est un métal mou d'une dureté d'environ 3 sur l'échelle de Mohs. Le granit, matériau principal de la chambre du roi dans la Grande Pyramide, est beaucoup plus dur, d'une dureté de 6 ou 7. Physiquement, le cuivre ne peut pas couper le granit. Essayez de couper du granit avec une lame en cuivre, et celle-ci s'usera et se déformera bien avant de laisser la moindre marque sur la pierre. C'est pourquoi le sable de quartz occupe une place centrale dans cette explication. Le sable du désert contient du quartz d'une dureté de 7 égale ou légèrement supérieure à celle du granit. Selon l'explication la plus courante, les anciens Égyptiens utilisaient des tubes ou des lames de scie en cuivre comme simple support. Ils répandaient du sable dans la rainure et frottaient continuellement d'avant en arrière à l'aide de leurs mains. Les grains de sable tranchants, pris au piège entre le cuivre et la pierre, agissaient comme de minuscules lames, usant progressivement le granit au fil de milliers d'heures de travail manuel. En théorie, cela paraît plausible. Avec suffisamment de temps et de main-d'œuvre, tout peut être usé. Pourtant, lorsqu'on applique les principes du génie mécanique moderne à l'analyse de ce processus, un défaut majeur apparaît. Ce défaut réside dans la nature même de l'abrasion. L'abrasion par un abrasif libre est un processus intrinsèquement chaotique. Imaginez-le à l'échelle microscopique, les grains de sable restent non liés. Lorsque la lame de cuivre effectue un mouvement de va-et-vient, les grains roulent, glissent, entrent en collision de manière aléatoire et tournent librement. Ils frappent avec la surface de la pierre selon des directions imprévisibles. Ce phénomène physique est appelé impact aléatoire. Le résultat inévitable de tels impacts aléatoires est une surface, elle aussi aléatoire. Lorsqu'on ponce du bois avec du papier de verre ou qu'on frotte une pierre avec du sable, on obtient une finition rugueuse et mate recouverte de milliards de rayures qui se chevauchent dans toutes les directions. On ne peut pas obtenir une surface optiquement plane ou une coupe nette comme un rasoir simplement en laissant les grains de sable tourbillonner librement. Le caractère chaotique de l'outil s'imprime sur le produit final. Or, les preuves matérielles provenant des sites égyptiens remettent en question cette théorie. En examinant de près les artefacts en granit du Sérapéum de Saqqara ou les statues du temple de Luxor, on ne trouve aucune trace d'abrasion chaotique. Les surfaces ne présentent aucune rugosité ni ternissement. Au contraire, elles sont lisses, comme un miroir reflétant la lumière comme du verre. Et plus étonnant encore, leur planéité atteint un niveau de précision imperceptible à l'œil nu. Les angles droits intérieurs des boîtes en granit de 100 tonnes du Sérapéum paraissent si aigus qu'elles se semblent assemblées à partir de panneaux de verre plutôt que creusées dans de la pierre massive. Un procédé d'abrasion au sable meuble reposant sur un mouvement de va-et-vient manuel
ne peut maintenir la stabilité géométrique nécessaire à la création d'arêtes aussi nettes. Le sable a toujours tendance à arrondir les angles en raison d'une répartition inégale de la force. Pour obtenir des angles droits parfaitement nets dans une pierre dure, il faut un outil à coupe directionnelle fixe et non une masse de poudre abrasive en mouvement libre. Cette contradiction constitue un paradoxe physique évident sur le terrain. L'explication par le cuivre et le sable décrit un processus chaotique. Pourtant, les preuves matérielles révèlent un résultat d'une remarquable régularité et d'une grande précision. Si le sable et le cuivre produisent des bodies, des surfaces rugueuses, quelle technologie a permis de créer les surfaces lisses et vitreuses que nous observons aujourd'hui? La science des matériaux nous apprend que la nature d'une coupe reflète directement celle de l'outil. Une coupe irrégulière, ça est le résultat d'une lame émoussée ou mal affûtée. Une coupe nette et précise est obtenue avec un tranchant affûté et stable. En observant les blocs de granit d'Égypte, on ne constate aucune trace de frottement aléatoire. On y observe des signes de taille délibérés et maîtrisés. Pour trouver la preuve la plus convaincante de cette taille, nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux surfaces extérieures polies. Nous devons examiner l'intérieur, les parties de pierre enlevées que les artisans anciens pensaient que personne ne regarderait jamais. Cela nous amène au carottage numéro 7, le chemin en spirale. À la fin du 19e siècle, Sir William Flinders Petrie, considéré comme le père de l'archéologie moderne, a mené une étude exhaustive à Gizeh. Contrairement aux explorateurs contemporains obsédés par les trésors ou les momies, Petrie était focalisé sur les mesures et la précision technique. Il apporta les instruments d'arpentage les plus précis de son époque pour mesurer les pyramides. Et il fut le premier à récupérer les matériaux mis au rebut, échantillons techniques provenant du site. Carotte de forage. Lors du forage d'un trou creux, un forêt tubulaire pénètre dans la pierre et laisse un cylindre central, une fois le travail terminé. Cette carotte est cassée et jetée. Pour la plupart des gens, c'était un déchet. Pour Petrie, c'était des données. Il rapporta en Angleterre une collection de ces carottes. Parmi elles, la plus célèbre est la carotte numéro 7, un morceau de granit rouge de Gizeh. Lorsque Petrie examina la carotte de forage numéro 7 à la loupe, il découvrit une caractéristique physique qui ébranla ses hypothèses sur la technologie ancienne. Contrairement à ce que prévoyait la théorie du sable et du cuivre, il n'y avait pas de rayures longitudinales ou transversales aléatoires le long du corps de cette carotte cylindrique. Il découvrit en revanche une rainure en spirale continue. Cette rainure s'étend régulièrement de haut en bas exactement comme le filetage d'une vis moderne. Elle s'enroule en spirale autour du noyau, effectuant des tours complets à 360 degrés et se poursuivant vers le bas sans interruption. En termes de génie mécanique et d'usinage, la différence entre des rayures aléatoires et une rainure spirale continue représente deux mondes technologiques totalement différents. Si l'on utilisait l'abrasion par sablage, les grains se déplaceraient constamment même avec une rotation régulière du tube de cuivre. Le mouvement chaotique de milliers de particules de sable effacerait toute trace des rotations précédentes. Il en résulterait de faibles cercles concentriques ou des rayures verticales dues à la montée et à la descente de la perceuse, mais jamais une rainure en spirale profonde, nette et continue comme celle-ci. La présence de cette spirale prouve un mécanisme physique entièrement différent qu'il s'agisse de tournage ou de coupe contrôlée. Pour réaliser une rainure en spirale dans un matériau dur, l'outil de coupe doit satisfaire deux conditions essentielles. Premièrement, il nécessite un point de coupe fixe. La dent ou le tranchant qui pénètre dans la pierre doit rester immobile par rapport au forêt et non pas tourner librement comme des grains de sable. Deuxièmement, et c'est plus important encore, cet outil doit être suffisamment dur et suffisamment puissant pour maintenir sa trajectoire tout en étant enfoncé profondément dans le granit. Imaginez une lame de charrue fendant la terre. La charrue creuse un sillon profond car elle est plus dure que le sol et propulsée par une force puissante. La rainure sur le forêt numéro 7 est la trace d'une telle charrue traversant le granit. L'outil n'a pas frotté délicatement la surface.
Elle a labouré avec force et précision le réseau cristallin de quartz du granit. C'est la signature d'une force de coupe par déplacement positif. Cela montre que la mèche a progressé le long d'une trajectoire sous un contrôle géométrique absolu, à l'instar d'une mèche CNC à pointe diamantée d'aujourd'hui. Plutôt que de procéder par tâtonnement, lent et hésitant, la découverte de Petrie élimine complètement le sable meuble lors de la création de ce trou. Le sable ne peut pas produire de filetage. Seule une arête de coupe rigide solidement fixée au forêt peut y parvenir. Et cela soulève une question physique encore plus troublante. Si ce n'est le sable, quel matériau de cette époque était suffisamment dur pour labourer le granit, le cuivre, assurément, n'aurait pas pu. Il se serait déformé instantanément au contact du granit sous une telle pression. Mais le problème ne se limite pas aux matériaux de l'outil. Lorsque des ingénieurs modernes ont mesuré l'espacement entre les rainures hélicoïdales du forêt à carottage numéro 7, ils ont découvert un chiffre qui ferait frémir n'importe quel expert en usinage. Ce chiffre révèle une vérité sur la force appliquée que la seule force humaine ne pourrait jamais générer. Et avec cela, l'histoire passe de difficile à croire à physiquement impossible. Le paradoxe de la pression. Une fois établi que la rainure du carottage numéro 7 représente une coupe en spirale continue signature indubitable d'un tranchant fixe et non de sable mouvant, il nous faut analyser les données quantitatives qu'elle recèle. En génie mécanique, la forme d'une coupe révèle la méthode employée. Pourtant, la profondeur de cette entaille révèle la force qui la sous-tend. Et c'est là que les chiffres deviennent véritablement alarmants. Sir William Flinders Petrie, ainsi que des ingénieurs mécaniciens ultérieurs, tels que Christopher Dunn, ont soigneusement mesuré l'espacement entre les rainures en spirale de ce noyau de granit. Dans la terminologie moderne de l'usinage, cet espacement est tapé les vitesses d'avance. Il indique précisément la distance parcourue par le forêt vers le bas à chaque tour complet de 360 degrés. Les mesures effectuées sur le forêt numéro 7 révèlent une avance de 0 pouce, soit environ 2 mm par tour. Pour bien saisir l'importance de cette valeur, comparons-la directement aux technologies actuelles de forage de la pierre. Les forêts diamantées industrielles actuelles tournent à des vitesses extrêmement élevées, souvent des milliers de tours par minute. Pourtant, ils ne pénètrent dans le granit que de minuscules fractions de pouces par tour. La stratégie moderne repose sur une vitesse élevée combinée à une faible pression pour user progressivement le matériau sans casser le trépan. Les créateurs du forêt à carottage numéro 7. Qu'il s'agisse des anciens Égyptiens ou d'autres, ont employé l'approche exactement inverse. La vitesse de rotation était peut-être plus lente, mais la force de coupe était colossale. Enfoncer un forêt tubulaire de 2 mm de profondeur dans du granit dur en un seul tour exige bien plus que le poids de l'outil ou la poussée d'un seul ouvrier. Les propriétés physiques du granit imposent une résistance considérable. Pour la surmonter et creuser à 2 mm de profondeur instantanément, la foreuse nécessitait une charge axiale équivalente à environ 2 tonnes de pression verticale. Imaginez un pick-up posé sur un tube de cuivre creux et essayant de le faire tourner. Que se passerait-il selon les principes de résistance des matériaux? Le cuivre est mou et ductile, sous une force de 2 tonnes. Même un tube de cuivre à parois épaisses subirait une déformation plastique immédiate. L'outil se déformerait, se froisserait ou se tordrait comme une canette vide bien avant de pouvoir commencer à rayer la surface du granit. Sa structure même se briserait bien avant toute coupe significative. Si l'on reprend l'hypothèse du sable, le problème s'aggrave encore. Sous une pression concentrée de 2 tonnes sur la petite surface de contact du tranchant, les grains de quartz contenus dans le sable ne fonctionneraient plus comme abrasifs. Ils seraient réduits en fine poudre au contact. Le sable n'est efficace comme abrasif que si ses grains restent intacts et libres de rouler. Comprimé sous un tel poids, il devient un coussin inefficace qui empêche en réalité tout contact direct entre le tranchant et la pierre. Ainsi, cette valeur de 0 pouce constitue un aveu silencieux de la part du matériau lui-même. Elle élimine totalement la possibilité d'une force humaine manuelle combinée à des outils en cuivre. Le muscle humain ne peut générer et maintenir une pression constante et uniforme de 2 tonnes lors de la rotation d'un forêt. Le cuivre, quant à lui,
ne peut résister à une telle pression sans subir une destruction catastrophique. Nous sommes témoins des conséquences d'un usinage industriel intensif. Les forces de coupe appliquées à cette pierre correspondent à celles produites par des machines puissantes et non par des muscles biologiques. Pourtant, si cette pression immense ne suffit pas à elle seule à bouleverser les idées reçues, l'état du matériau, au moment de la coupe, porte le coup de grâce, l'état matériel impossible. Lorsque nous plaçons le carottage numéro 7 sous un microscope électronique pour examiner la structure microscopique de la rainure de coupe, nous entrons en territoire où les hypothèses traditionnelles s'effondrent complètement. C'est le point pivot de toute l'enquête. Le moment où il devient impossible de s'accrocher à l'image d'un artisan sculptant la pierre avec diligence. Le granit est sinueux et loin d'être uniforme. Il se forme par cristallisation du magma, un mélange de minéraux distincts, principalement du feldspath, du mica et du quartz. Chaque minéral possède une dureté différente. Le feldspath et le mica sont relativement tendres, tandis que le quartz est extrêmement dur, avec une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs. Lors de tout processus d'abrasion physique ordinaire, comme le frottement du sable et du cuivre, cette variation de dureté laisse des traces indélébiles. Le feldspath plus tendre s'érode plus rapidement créant des creux. Le quartz plus dur résiste plus longtemps. Il fait saillie ou, dans de nombreux cas, est entièrement arraché de sa matrice par les forces de friction, laissant des cavités irrégulières. La surface obtenue apparaît rugueuse et irrégulière à l'échelle microscopique. Pourtant, sur la rainure hélicoïdale du forêt numéro 7, cette règle naturelle est enfreinte. La rainure traverse ses différents composants minéraux avec une régularité et une uniformité étonnantes, sans tenir compte des différences de dureté. Elle coupe le feldspath et le quartz à la même profondeur avec la même précision. Aucune protubérance, aucun creux, aucun cristal arraché n'apparaît. Plus étonnant encore, un examen attentif des cristaux de quartz situés directement le long de la ligne de coupe révèle qu'ils ne se sont pas fracturés selon leur plan de clivage naturel. Au lieu de cela, elles apparaissent tranchées ou déformées plastiquement. En physique du solide, le quartz se comporte comme un matériau fragile. Il se brise généralement sous l'effet d'un choc. Pour que le quartz soit tranché ou déformé proprement sans se briser, il faut une combinaison extraordinaire de chaleur et de pression extrême au point de contact. Ces conditions provoquent une déformation plastique localisée du granit. Autrement dit, au moment du passage du forêt, le granit ne se comporte pas comme une pierre dure, mais comme de la cire molle ou un plastique malléable. Ce phénomène se produit dans l'usinage moderne uniquement lorsque des forêts à très grande vitesse ou des sources de chaleur extrêmement concentrées génèrent une énergie de frottement suffisante pour provoquer une fusion localisée et instantanée dans la zone de coupe. Le matériau se ramollit juste assez longtemps pour permettre le passage de l'outil avant de refroidir et de durcir à nouveau. La conclusion est inévitable. L'outil utilisé pour le carottage numéro 7 n'était pas seulement plus dur que le granit. C'était un outil à haute énergie. Il ne s'est pas contenté d'ébrécher ou de meuler la matière. Il l'a pénétrée directement. L'hypothèse du burin en cuivre et du sable humide ne peut expliquer la déformation plastique du quartz. Le sable et l'eau agissent comme fluide de refroidissement, empêchant ainsi l'élévation de température. Les procédés manuels restent des procédés à froid. Pourtant, les preuves microscopiques indiquent sans équivoque un processus à haute température et haute pression. À ce stade, il faut admettre que l'image traditionnelle d'esclaves transportant des pierres est incomplète. Un phénomène bien plus complexe se cache ici. Une technologie capable de manipuler l'état physique de la pierre dure d'une manière que l'humanité commence à peine à appréhender. Et si cet outil a atteint une telle sophistication, quelle force l'a guidé le squelette manquant? Même le scalpel laser le plus précis au monde devient inutile entre des mains tremblantes. La précision d'une coupe dépend non seulement du tranchant de la lame, mais aussi et surtout de la stabilité de la main qui la tient. La physique nous enseigne un principe fondamental de l'usinage de précision. Aucun produit ne peut être plus précis que l'outil qui le fabrique.
Pour réaliser une rainure en spirale parfaitement régulière, avec une erreur inférieure à 25 mm, 1 pouce sur du granit, l'outil de coupe lui-même doit être maintenu stable, avec un niveau de précision équivalent, voire supérieur. Le corps humain est un système biologique parcouru de vibrations chaotiques. Nos battements de cœur créent de minuscules tremblements. La fatigue musculaire provoque des secousses. La respiration modifie la posture. Aucun artisan, aussi habile soit-il, ne peut maintenir un forêt parfaitement stable sur son axe, tout en appliquant une force de compression de 2 tonnes et en le faisant tourner de manière constante. Si une main humaine contrôlait directement l'outil, le forêt oscillerait. Le trou obtenu ne serait jamais parfaitement rond. De plus, la rainure en spirale serait interrompue, décalée, voire disparaîtrait complètement en raison de variations aléatoires d'angle. Pourtant, le carottage numéro 7 ainsi que des milliers d'autres trous de forage trouvés sur des sites tels qu'Abousir restent parfaitement ronds et droits. La rainure en spirale et ses continues sans interruption. Cette perfection géométrique exige l'élimination totale de la variabilité humaine du processus de guidage de l'outil. La logique impose une conclusion inévitable. Un mécanisme de guidage a nécessairement existé. Un bâti, une machine. Il s'agit ici du concept de montage mécanique. Pour enfoncer un forêt profondément dans la pierre, à un angle précis de 90 degrés, tout en maintenant une pression de 2 tonnes. Le forêt devait être monté dans un cadre rigide, équipé d'un axe de rotation fixe et d'un système d'entraînement capable de convertir l'énergie en un mouvement rotatif régulier et constant. L'absence de ces machines dans les archives archéologiques, peut-être parce qu'elles étaient fabriquées en bois périssable qui se décomposait ou parce qu'elles ont été démantelées et recyclées, ne prouvait pas qu'elles n'ont jamais existé. Les produits qu'elles ont créés, les carottes de forage, sont pourtant bien là sous nos yeux. En sciences forensiques, si vous trouvez une balle incrustée dans un mur portant des marques de rayures distinctives, vous savez avec certitude qu'elle a été tirée d'un canon rayé, même si l'arme elle-même n'est jamais retrouvée. Le forêt numéro 7 sert exactement de balle. Elle porte la signature caractéristique du canon rayé de la machine qui l'a produit. L'existence de la balle prouve l'existence de l'arme. Nous sommes confrontés au fantôme d'une tradition de génie mécanique disparue. Les anciens Égyptiens n'étaient pas seulement de grands architectes, ils étaient aussi des machinistes. Et s'il subsiste le moindre doute quant à leur sophistication mécanique, si vous soupçonnez que les trous de forage sont le fruit d'un heureux hasard, l'élément de preuve suivant dissipera toutes vos dernières réserves, l'aérodynamisme de la pierre. Notre étude des techniques de taille de pierre dans l'Égypte antique passe désormais des découpes microscopiques à un objet macroscopique. Un artefact qui défie toutes les idées reçues sur la sculpture à la main, le disque de schiste de Sabou. Découvert en 1936 à Saqqara et daté d'environ 3000 avant notre ère, soit avant même l'époque des pyramides, cet objet est taillé dans du métasilte ou du schiste, une pierre métamorphique stratifiée extrêmement fragile et sujette aux brisures. Si vous frappez du schiste avec un marteau, il ne s'effrite pas en fragments contrôlés. Il se fracture de manière explosive ou se délamine instantanément. Pourtant, l'objet qui se trouve devant nous est un disque parfaitement rond d'environ 60 et 1 cm de diamètre, doté d'un moyeu central creux et de 3 lobes gracieusement incurvés vers l'intérieur qui ondulent comme de la soie. Ses bords s'amincissent à une telle finesse qu'elle en est incroyable. Imaginez tenter de sculpter cette forme dans du schiste fragile à l'aide d'un simple ciseau en cuivre et d'un marteau en pierre. Chaque coup de marteau provoque des ondes de choc qui se propagent dans la matière. Avec des détails aussi fins et complexes, ces vibrations briseraient les lobes délicats bien avant que la pièce ne soit terminée. La géométrie complexe représente l'ennemi mortel de la gravure par percussion. Du point de vue de la fabrication, cette forme ne peut être obtenue que par usinage abrasif progressif ou tournage sur tour. Des méthodes qui enlèvent la matière, qui enlèvent la matière en douceur sans choc brusque, et qui permettent à l'outil de se déplacer à une vitesse suffisante pour découper proprement les couches fragiles.
Plus étonnant encore que sa matière est sa forme. Les archéologues vérifient qu'elle la qualifie de bol ou de lampe. Physiquement cependant, elle ne ferait pas un bon bol, car le liquide déborderait par les larges ouvertures entre les lobes. Elle ferait également une piètre lampe, car sa conception obstrue la lumière. Pour un ingénieur moderne, le disque sabot ressemble trait pour trait à un composant mécanique, comme un volant d'inertie ou une roue centrifuge de pompe. C'est peu ce qui me semble. Ces trois lobes incurvés présentent des propriétés aérodynamiques évidentes, conçues pour interagir avec les fluides ou les gaz lors d'une rotation à grande vitesse. Elles évoquent le mouvement, la force centrifuge et la fonction mécanique. Le disque de sabot constitue la deuxième preuve matérielle complétant parfaitement le carottage numéro 7. Si le carottage prouve la capacité de couper des matériaux durs avec une force immense, le disque prouve la capacité de façonner des matériaux fragiles avec une complexité exquise. Toutes deux exigent un contrôle de la matière bien au-delà des capacités humaines non contrôlées. Ce sont des produits de la réflexion technique et non de simples objets décoratifs. Le verdict de la physique lorsqu'on prend du recul et qu'on considère l'ensemble du tableau. Des rainures hélicoïdales microscopiques du forêt numéro 7 à la forme aérodynamique du disque sabot révèlent une vérité implacable. Ces objets ne sont plus de simples curiosités de musée inertes derrière une vitre. Ce sont des enregistreurs de données survivants des boîtes noires. Boîtes noires, vestiges d'un accident historique. Ces données qu'ils conservent décodées dans le langage du frottement de la pression et de la structure cristalline racontent une histoire radicalement différente de celle qu'on nous a enseignée. Les lois de la physique servent de témoins, mais ce matin sert de témoins impartiaux et incorruptibles. Ils affirment que la réalisation de ces découpes a nécessité une technologie capable de générer des tonnes de pression, d'assurer un contrôle directionnel absolu et d'atteindre des vitesses de coupe suffisamment rapides pour transformer la pierre dure en quelque chose de momentanément mou comme de la cire. Il n'est pas nécessaire d'invoquer des extraterrestres ou la magie pour expliquer cela. De telles explications ne sont que des échappatoires faciles. La réalité pourrait s'avérer bien plus étonnante. Nos ancêtres, des êtres humains de chair et de sang, ont jadis atteint des sommets dans les matériaux, les sciences et le génie mécanique que nous avons depuis oublié. Ils possédaient un savoir qui leur permettait de maîtriser le monde physique d'une manière que nous n'avons redécouverte que récemment. La question principale n'est plus de savoir comment ils y sont parvenus. La physique nous a déjà montré ce qui s'est passé, un processus d'usinage à haute énergie. La question qui hante désormais les esprits est celle de leur disparition. Pourquoi une civilisation capable de travailler le granit comme le bois serait-elle revenue à de rudimentaires outils de pierre à piler au cours des siècles suivants? Pourquoi ces machines extraordinaires ont-elles disparu sans laisser de traces, laissant l'humanité à la dérive parmi des pierres colossales qu'elle ne pouvait plus façonner? La carotte de forage numéro 7 repose silencieusement au musée Petrie, un rappel silencieux de la fragilité du savoir. Elle prouve que le progrès n'est pas une ligne ascendante ininterrompue. Nous avons jadis atteint des sommets extraordinaires, puis nous sommes tombés dans une chute brutale, si bas que nous avons oublié ce que nous savions. Dans le silence de la pierre, nous entendons l'écho d'un héritage perdu qui attend d'être à nouveau compris.